Google tue officiellement son moteur de recherche traditionnel pour faire place à des agents autonomes. SpaceX se prépare à racheter la start-up de codage Cursor pour 60 milliards de dollars. Et les rumeurs annoncent une introduction en bourse imminente pour OpenAI. Bienvenue dans le résumé quotidien. Je suis votre hôte, Étienne Noumen, ingénieur logiciel diplômé de l'Université Laval, basé à Calgary. Aujourd'hui, nous réalisons l'autopsie forensique du pivot agentique ce mercredi 20 mai 2026. L'ère où l'on tapait des requêtes dans une barre de recherche est officiellement révolue. Lors de sa grande conférence pour développeurs I/O, Google a annoncé la plus grande refonte de son histoire, remplaçant la recherche traditionnelle par une interface générative intelligente propulsée par le nouveau modèle Gemini 3,5 Flash. De plus, Google déploie Gemini Spark, un agent personnel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, conçu pour opérer de manière autonome sur l'ensemble de votre espace de travail d'entreprise. Simultanément, les marchés des capitaux se préparent à une collision historique. Fraîchement sorti de sa victoire juridique contre Elon Musk, OpenAI se préparerait à une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu d'ici quelques jours. Mais Musk riposte. SpaceX prévoit d'acquérir la start-up de codage par IA, Cursor, pour la somme astronomique de 60 milliards de dollars, signalant que quiconque contrôle la couche de codage autonome dictera l'avenir du logiciel. Mais avant de plonger dans les données, j'ai une brève requête stratégique. Les algorithmes de l'application que vous utilisez en ce moment dictent l'information qui parvient jusqu'à vous. Pour vous assurer de ne jamais manquer nos analyses les plus critiques, veuillez cliquer sur Suivre ou vous abonner à la chaîne DJamgaMind sur Apple Podcast pour toujours écouter complètement sans publicité. C'est une action gratuite d'1 seconde, mais c'est le moyen le plus direct de nous aider à développer cette recherche indépendante. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible par notre partenaire Eria. Un grand merci à Eria pour le parrainage de ce briefing. Démêlons ensemble cette journée. Nous sommes le 20 mai 2026 et l'ironie qui se dégage de l'actualité technologique d'aujourd'hui est juste frappante. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est même assez fascinant à observer. C'est ça. D'un côté, on nous annonce vraiment en grande pompe la mort définitive de la recherche web telle qu'on la connaît depuis plus de 25 ans, avec des dizaines de milliards de dollars qui changent de main pour littéralement s'accaparer le code source de notre avenir. Ouais. Et au même moment, complètement dans l'ombre, une banale petite extension de logiciel corrompu fait vaciller la sécurité d'une des infrastructures les plus critiques de la planète. C'est le grand écart technologique dans toute sa splendeur. C'est clair. En fait, c'est surtout la démonstration flagrante d'un paysage numérique qui est en train de se fracturer sous le poids de ses propres ambitions. On n'observe pas une simple évolution logicielle aujourd'hui. Non, c'est bien plus profond que ça. Exactement, c'est un basculement systémique. L'industrie de l'intelligence artificielle pivote de manière super agressive. Elle abandonne les simples interfaces conversationnelles, les chatbots classiques, pour déployer des agents autonomes. Des agents qui peuvent agir seuls, donc. Voilà, capables de prendre des décisions, d'agir, tout en s'intégrant directement au matériel physique et aux infrastructures critiques. Et le paradoxe, c'est que cette transition crée simultanément une surface d'attaque inédite et des enjeux d'accumulation de capital qu'on n'a jamais vus dans l'histoire économique. Alors, on va plonger au cœur de cette fracture. Notre mission avec cette exploration en profondeur aujourd'hui, c'est d'agir vraiment comme des stratèges et des défenseurs des droits numériques. On va analyser ces mouvements de plaques tectoniques, dissiper un peu le brouillard des discours marketing très lisses des grandes entreprises et comprendre ce qui se trame réellement. Ça me paraît indispensable, ouais. Donc, commençons par le séisme de la conférence Google I/O. La firme de Mountain View vient d'acter la plus grande refonte de la recherche en une génération. La fameuse barre de recherche, cet espace blanc où on tapait juste quelques mots-clés, elle disparaît. Elle est remplacée par une, je cite, « boîte de recherche intelligente ». Et il faut bien comprendre la mécanique de cette destruction, parce que oui, Google ne fait pas que changer le design de sa page d'accueil. C'est pas juste un coup de peinture. Pas du tout. Cette nouvelle boîte s'adapte aux requêtes longues, aux questions super complexes, et elle génère directement des interfaces visuelles sur mesure. Tout ça grâce à leur nouveau modèle Gemini Flash 3.5. En gros, on passe d'un système qui pointait vers des sources d'informations à un système qui synthétise, digère et recrache une information prémâchée. Sauf que
La communication de Google autour de ça me laisse très perplexe. Ils se vantent que leur AI Overviews compte déjà 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels. C'est présenté comme une adoption record. Mais soyons honnêtes, c'est une prise d'otage numérique, non? Ils ont simplement imposé ce module tout en haut de la page de résultats. C'est exactement ça. Les utilisateurs n'ont pas massivement choisi cette fonctionnalité, ils peuvent juste plus y échapper. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si Google brûlait sa propre bibliothèque publique mondiale pour nous forcer à engager leurs bibliothécaires privés. Alors, j'irai pas jusqu'à parler d'incendie volontaire de la bibliothèque, car les sites web existent toujours en arrière-plan, tu vois. Mais c'est vrai que Google construit bel et bien un mur entre l'utilisateur et le web ouvert. Ouais, un filtre opaque. C'est ça. Et la clé de cette stratégie, c'est vraiment le modèle qu'ils viennent de lancer, ce fameux Gemini 3.5 Flash. Il s'approche des performances des références du marché, genre Opus 4.7 ou GPT 5.5. Ce qui est déjà impressionnant. Ouais. Mais le détail crucial, c'est qu'il offre une vitesse quadruplée pour un coût divisé par 2 par rapport à l'ancienne génération 3.1 Pro. Attends, pourquoi est-ce que ce détail tarifaire change la donne pour l'utilisateur final? En quoi un modèle moins cher à faire tourner bouleverse-t-il leur stratégie globale? Parce que c'est ce qui rend l'omniprésence de ces agents financièrement viable. Si une IA doit simplement répondre à une question ponctuelle de temps en temps, le coût par requête peut être élevé, c'est pas très grave. Ok. Mais si vous voulez qu'une IA lise vos emails, analyse vos documents et navigue sur le web en arrière-plan en continu, il faut que le coût d'inférence s'effondre. Sans cette division par 2 des coûts, le modèle d'affaires de ces nouveaux agents autonomes ferait faillite en quelques jours. Ah ouais, je vois le genre. Et ça explique aussi l'annonce de Gemini Omni qu'ils décrivent de manière assez comique comme un nano-banana pour la vidéo. Oui, l'expression est drôle, mais la techno est folle. C'est clair. Capable de transformer du texte ou de l'audio en flux vidéo instantané. Il crée des moteurs de rendu ultra rapides. Mais bon, la preuve que le web tel qu'on le connaît est en train d'être démantelé ne vient pas seulement de Google. Non, en effet. Si on regarde ce qui se passe du côté des startups, il y a Exalabs. Ils viennent de lever 250 millions de dollars, avec une valorisation de 2,2 milliards menée par Andreessen Horowitz. Et leur projet, c'est de construire un moteur de recherche optimisé exclusivement pour les agents IA via API. Ouais, et c'est là que le changement de paradigme devient très technique. Un moteur de recherche pour les humains, ça nécessite une interface graphique, des couleurs, une hiérarchie visuelle et des résumés lisibles. Tout ce qui fait qu'un site est agréable à regarder. Exactement, mais une machine, elle n'a que faire de l'esthétique. Ce que construit Exalabs, c'est une infrastructure totalement invisible. Comment ça marche en pratique ? Quand un agent IA a besoin d'informations, il ne va pas ouvrir un navigateur Chrome. Il envoie une requête via une API, une interface de programmation, et le moteur d'Exalabs lui renvoie des téraoctets de données brutes structurées sous forme de vecteurs mathématiques. Et ça, en quelques millisecondes. Waouh! Donc le web est littéralement en train d'être dépouillé de sa couche visuelle pour nourrir des algorithmes. D'ailleurs, le PDG d'Exalabs, William Burke, prédit même que dès 2026, donc cette année, les agents utiliseront davantage les moteurs de recherche que les humains. C'est la fin du web de navigation, en fait, et l'avènement du web d'exécution. L'architecture d'Internet est repensée non plus pour nos yeux, mais pour une consommation algorithmique où la latence est le seul critère qui compte vraiment. C'est terrifiant, dit comme ça. Mais c'est la réalité. Les clients de ces bases de données ne sont plus vous et moi, ce sont des entités autonomes. Alors du coup, si la recherche devient une simple exécution de tâches par des machines, il faut bien qu'il y ait un centre de commandement pour orchestrer tout ça. Tout à fait. Et c'est exactement ce que Google a dévoyé avec Gemini Spark. Là, on parle plus du tout d'un chatbot qu'on ouvre quand on en a besoin. Spark, c'est un agent personnel qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sur des machines virtuelles hébergées dans Google Cloud, oui. Et il est conçu pour prendre des actions de manière autonome à travers tout l'écosystème, que ce soit Workspace, Chrome, Gmail ou Docs. Le tout accessible pour un abonnement de $100 par mois via Google AI Ultra. Et la mécanique de ce type d'agent est absolument fascinante. Contrairement à une automatisation classique, qui suit des règles strictes du type si A, alors B, Spark possède un contexte persistant. Qu'est-ce que tu entends par contexte persistant ? Il observe vos habitudes en continu. Par exemple, si un client vous envoie un email à 3 heures du matin pour demander une modification sur un contrat, Spark peut lire cet email tout seul. Pendant que je dors ? Exactement. Il lit l'email, il ouvre le document Google Docs, il modifie les clauses pertinentes en imitant parfaitement votre style juridique. Ensuite, il rédige une réponse d'accompagnement et il laisse tout ça dans vos brouillons pour validation à votre veille.
C'est une délégation totale de notre présence numérique. Quand des géants de la technologie comme Google déploient des agents autonomes 24 heures sur 24, 7 jours 7 pour opérer sur l'ensemble de l'écosystème logiciel, il est clair que diriger une entreprise nécessite une infrastructure de gestion sérieuse. Nous tenons à remercier notre sponsor, AIA, de rendre possible l'analyse d'aujourd'hui. AIA fournit la plateforme de gestion d'IA de niveau entreprise dont les organisations ont besoin pour gouverner les agents autonomes et transformer le potentiel brut de l'IA en une automatisation des flux de travail mesurable et sécurisée. Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Et cette gouvernance dont tu parles, elle est d'autant plus cruciale quand on observe l'infrastructure sous-jacente. Parce que pour que des agents comme Spark fonctionnent de manière fluide, il faut des millions de lignes de code parfaitement architecturées. Ouais, ça se construit pas tout seul ces trucs-là, hein. Non, et c'est ce qui a déclenché une guerre invisible, une vraie ruée vers l'or qui se chiffre en dizaines de milliards juste pour contrôler les outils qui vont écrire ce code. Et quelle ruée! Je veux dire, l'information financière du jour défie toute logique à première vue. SpaceX s'apprête à racheter la start-up de codage IA Cursor pour la somme astronomique de 60 milliards de dollars. C'est un chiffre qui donne le vertige, c'est sûr. Mais complètement. Et l'accord qui a été conclu en secret en avril inclut même une pénalité de rupture colossale de 10 milliards de dollars en espèces. La finalisation est prévue 30 jours après l'introduction en bourse très attendue de SpaceX, le 12 juin. Ce qui montre à quel point ils veulent verrouiller le deal. Mais c'est du jamais vu. Enfin, pourquoi une entreprise spatiale dont le cœur de métier est de fabriquer des fusées et des satellites dépenserait-elle 60 milliards pour un assistant de codage? Est-ce qu'ils essaient d'automatiser le travail de leurs propres ingénieurs aérospatiaux? C'est la première pensée qu'on a, mais c'est réducteur de voir ça uniquement sous l'angle de l'aérospatial. La fusée, au final, ce n'est que la coquille matérielle. La véritable valeur de SpaceX aujourd'hui, c'est la télémétrie, la navigation orbitale, le pilotage automatisé. Donc, tout ça, c'est que du logiciel? Exactement. Et Cursor vient de lancer son modèle Composer 2.5, un modèle qui a d'ailleurs été entraîné sur le centre de données Colossus 2 de XAI. Et là, on ne parle pas juste d'un outil qui suggère la fin d'une ligne de code, hein. C'est bien plus autonome que ça. C'est une entité capable de concevoir, de tester et de déployer des architectures logicielles entières. En rachetant Cursor, SpaceX ne cherche pas seulement à optimiser ses propres ingénieurs. L'entreprise cherche à monopoliser la chaîne d'approvisionnement du code mondial. En gros, posséder l'usine qui fabrique tous les autres logiciels. Voilà. Quiconque contrôle la couche de codage autonome contrôle l'avenir des logiciels. C'est le tissu même de l'économie future. C'est un pari sur la fondation de la technologie. Mais la faille dans cette logique de concentration extrême, c'est la vulnérabilité de l'infrastructure. Et l'actualité nous donne une illustration assez terrifiante avec ce qui vient de se passer chez GitHub. Ah, l'incident GitHub. Un cas d'école. La plateforme a carrément confirmé le vol de 3800 de ses dépôts internes. Comment est-ce qu'une forteresse numérique, possédée par Microsoft quand même, qui gère le code de millions d'entreprises peut se faire pirater aussi facilement? Et le pire, c'est que c'est même pas un exploit d'ingénierie complexe. C'est ça. Le vecteur de l'attaque, c'est juste un employé qui a installé une extension VS Code empoisonnée. Un simple cheval de Troie. Et le groupe de pirates, la Team PCP, réclame une misère, 50 000 $ sur le forum Breached, en menaçant de tout divulguer gratuitement. Ça nous ramène brutalement à la réalité physique du développement logiciel. Les développeurs utilisent des environnements de travail, comme VS Code, qu'ils personnalisent avec des dizaines d'extensions pour formater le texte, vérifier la syntaxe. Des trucs basiques du quotidien. Ouais. Et ce qu'a fait la Team PCP, c'est probablement créer ou racheter une extension légitime. Et une fois qu'elle a accumulé suffisamment d'utilisateurs de confiance, dont cet employé clé de GitHub, ils ont poussé une mise à jour malveillante. Et bam, accès total. Bam. Cette mise à jour s'est contentée de lire les jetons d'authentification sur la machine de l'employé. Ça leur a donné les clés du royaume pour aspirer silencieusement les dépôts. Le contraste est tellement saisissant. D'un côté, on a SpaceX qui lâche 60 milliards de dollars pour bâtir des modèles agentiques surpuissants, pour dominer la chaîne d'approvisionnement du code. Ouais. Et de l'autre, des pirates qui demandent une rançon de 50 000 $ après avoir fait s'effondrer ce château de cartes avec un simple plugin corrompu. Ça prouve que ce nouvel empire agentique est vulnérable à la moindre faille. C'est le talon d'Achille de la cybersécurité moderne. On sécurise les serveurs blindés, le cloud et tout le reste, mais on oublie que l'outil de travail local du développeur est une porte dérobée béante. C'est fou. Et d'ailleurs, les géants de la tech sont bien conscients que le contrôle de l'environnement de développement, c'est le nerf de la guerre.
C'est ce qui explique la stratégie, disons très controversée, de Google avec son lancement d'Antigravity 2.0. Ah oui, Antigravity.2. L'histoire derrière ça est hallucinante. Google a lancé cette plateforme de développement agentique avec une interface en ligne de commande et un SDK. Mais la techno, elle, vient d'une start-up appelée Codium, qui était ensuite devenue Windsurf. Exact. Sauf que Google n'a pas formellement racheté la start-up, parce que ça aurait déclenché une enquête antitrust immédiate des régulateurs. Trop risqué légalement. Du coup, ils ont pratiqué ce qu'on appelle une acquisition zombie pour 2,4 milliards de dollars. Comment ça marche concrètement, ce genre de montage? C'est une manœuvre juridique redoutable. Au lieu d'acheter les actionnaires de l'entreprise, le géant tech, donc ici Google, verse une somme colossale pour licencier la technologie de manière exclusive. Ok. Et en parallèle, ils embauchent les fondateurs et la quasi-totalité de l'équipe d'ingénierie avec des salaires mirobolants. La start-up initiale est laissée sur le côté, vidée de ses cerveaux et de sa techno. Elle devient un zombie? Exactement, un zombie légal, ce qui évite toute consolidation officielle aux yeux des lois sur la concurrence. C'est de la piraterie corporative en col blanc, ni plus ni moins. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que les restes de cette entreprise zombie ont paradoxalement été récupérés par Cognition. Oui, les créateurs de l'ingénierie IA devint. Voilà. C'est un jeu de chaises musicales à plusieurs milliards de dollars pour décider qui aura le privilège d'écrire le code autonome. Mais bon, il y a une limite à cette guerre du code. Laquelle? Le code et les agents virtuels, aussi puissants soient-ils dans le cloud, ils sont aveugles. Ils n'ont pas accès à notre réalité physique et notre monde matériel. Et c'est exactement cette frontière-là qui est en train de tomber aujourd'hui. C'est ce qu'on peut appeler l'ultimatum matériel. L'ultimatum matériel, c'est le terme parfait. Parce que pour que ces agents autonomes sortent du domaine strict des serveurs et interagissent avec le monde réel, ils ont besoin d'yeux et d'oreilles physiques. Absolument. Et Google intensifie violemment la course lunettes intelligente avec son programme Intelligent Eyewear. Donc, si on relie les points, la bataille n'est plus dans nos poches avec les smartphones, elle se déplace littéralement sur nos visages. C'est la prochaine grande plateforme. Et la stratégie de partenariat de Google est révélatrice. Il s'associe à Samsung pour la partie matérielle, mais il s'allie aussi à des marques comme Warby Parker et Gentleman Store pour l'esthétique. Pour que les gens veuillent vraiment les porter au quotidien. Exactement. L'objectif, c'est de concurrencer directement la domination des lunettes Ray-Ban de Meta. Mais l'approche technique de Google est assez surprenante. Leurs premières montures, qui sont prévues pour l'automne, seront axées sur l'audio. Sans écran du tout. Aucun écran, pour l'instant. Un futur Project Aura avec écran est prévu plus tard, mais là, c'est full audio. Google crée une interface invisible. Genre un assistant vocal permanent? Ouais, l'IA devient une voix dans votre tête. Elle gère la navigation, la traduction en direct au simple « Hey Google » et elle utilise les caméras embarquées pour voir ce que vous voyez. C'est une intégration sans friction. Donc on a cet agent Gemini Spark dans le cloud qui gère vos documents et qui est relié à ses lunettes physiques. C'est l'attrait de cet écosystème, relier le cloud au visage de l'utilisateur, créant une boucle fermée de surveillance et d'assistance continue. Et c'est là que le problème de la véracité numérique devient critique. Si l'IA filtre, traduit ou génère ce qu'on voit et ce qu'on entend, Ça devient dur de faire confiance à la réalité. exactement. La stabilité et l'authenticité de ce qui est capté ou créé s'effondrent. C'est pour ça qu'OpenAI et Google s'associent sur ce point, ce qui est très rare. Ouais, ils viennent d'annoncer qu'OpenAI adopte la norme C2PA et s'associe à Google pour intégrer le filigrane invisible Scintidi dans les images ChatGPT, avec un outil de vérification publique. Mais concrètement, comment un filigrane peut-il survivre si on fait une simple capture d'écran? Le mécanisme de Scintidi est brillant. C'est pas un logo collé dans un coin. L'algorithme modifie subtilement le bruit numérique et la valeur des pixels au niveau microscopique. Donc invisible à l'œil nu. Totalement. Ça crée une grille de données invisible, même si vous prenez une capture d'écran, si vous redimensionnez l'image ou si vous changez les couleurs, les relations mathématiques entre ces pixels altérés subsistent. L'outil de vérification peut détecter cette grille et confirmer que c'est de l'IA. C'est fou. Mais maintenir cette infrastructure mondiale, ces modèles, ces lunettes, ces rachats à 60 milliards, tout ça exige une injection de capitaux sans fin. C'est le nerf de la guerre, le coût du compute. Et ça force les laboratoires d'IA à sortir du modèle privé pour entrer sur les marchés boursiers. Le Wall Street Journal rapporte d'ailleurs que l'IPO secrète d'OpenAI pourrait avoir lieu dans quelques semaines, voire quelques jours. Ouais, Goldman Sachs et Morgan Stanley préparent le terrain activement.
Surtout qu'un obstacle majeur vient d'être évité. Le procès très médiatisé d'Elon Musk contre OpenAI a été rejeté par un jury de 9 personnes à Auckland. Musk les accusait d'être passés d'une asso à but non lucratif à une entreprise à but lucratif. Et ça a été rejeté sur le fond. Même pas, juste parce que le délai de prescription avait expiré. Un coup de chance monumental, bien que Musk prévoit de faire appel. Mais ça a permis à Sam Altman de dévoiler sa vision lors de l'événement Stripe Sessions avec Patrick Collison. Il a parlé de devenir un compteur d'intelligence. Ah, l'intelligence meter. C'est l'idée centrale. L'avenir d'OpenAI, c'est de vendre des services de puissance de calcul pure aux entreprises qui construisent sur la couche LLM. Ça s'aligne parfaitement avec leur nouvelle offre, OpenAI Guaranteed Capacity, pour un accès à long terme. En fait, si on synthétise avec une métaphore, OpenAI ne veut plus seulement vendre la voiture, ils veulent devenir la compagnie d'électricité qui facture chaque volt d'intelligence artificielle utilisée sur la planète. C'est la consolidation absolue de l'industrie. Et on le voit partout avec les investissements croisés. Comme quoi, par exemple? On a appris que Demis Hassabis, le patron de l'IA chez Google, avait investi très tôt dans Anthropic, leur concurrent. En parallèle, on a ce fonds commun de 5 milliards de dollars entre Google et Blackstone, juste pour louer des puces TPU. Donc tout converge. Tout converge vers un monopole de l'infrastructure. Seules les entités cotées en bourse, capables de lever des centaines de milliards, peuvent se permettre de survivre à l'ère agentique. Quel voyage intellectuel aujourd'hui. Pour récapituler un peu, on a commencé par la mort de la recherche traditionnelle, remplacée par des agents Google qui tournent 24/7. Ouais. On a décrypté cette bataille à 60 milliards entre SpaceX et Cursor pour la création de code autonome, tout en observant la vulnérabilité glaçante de la chaîne d'approvisionnement avec le piratage de GitHub. Et enfin, on a vu comment ces IA atterrissent directement sur nos visages via des lunettes intelligentes financées par le compteur d'intelligence d'OpenAI. C'est un puzzle géant qui s'emboîte parfaitement. Mais avant de se quitter, tu as une pensée provocatrice à nous partager, non? Oui, je voudrais laisser ceux qui nous écoutent sur une réflexion un peu inconfortable. Je t'écoute. De Google consiste en des agents autonomes qui mesurent, qui codent et qui agissent en notre place en permanence. Ouais. À quel moment précis l'être humain cesse-t-il d'être l'opérateur de la technologie? Et c'est la grande question. À quel moment devient-on l'entité qui est subtilement mais sûrement gérée par cette même infrastructure de bout en bout? C'est une perspective qui fait réfléchir, c'est certain. Merci beaucoup pour cette analyse de haute volée. Et merci à tous d'avoir suivi ce décryptage. On vous invite à continuer de questionner les récits technologiques et à garder un œil critique sur ce nouvel écosystème matériel et agentique. À très vite pour une nouvelle exploration.